bonsoir à tout le monde. Je sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo-ci, mais bon, je vous passe le salut. Ou bien comme diraient nos musulmans, nos frères musulmans, je vous passe le salam. Et d'ailleurs même, pour revenir sur une touche un peu plus sérieuse, je veux déjà rappeler à la communauté musulmane internationale et américaine que mon soutien pour ce qui s'est passé à Chapel Hill aux États-Unis. Et d'ailleurs aussi ce qui s'est passé aussi en Libye et en Égypte avec les coptes égyptiens qui ont été décapités. Donc je rappelle mon soutien à toute cette communauté-là et bon, on peut pas comparer les douleurs, mais au moins je pense on peut les déplorer ensemble, qu'elles soient des victimes africaines, occidentales, de n'importe où. Il faut savoir reconnaître les douleurs. Alors, à côté de ça, j'ai pas envie de trop m'attarder sur les sujets périphériques parce que je soupçonne déjà que cette vidéo-ci sera un peu plus longue que mes précédentes vidéos parce que je connais déjà les remarques qu'on me faisait par rapport à mes vidéos. Donc, désolé si déjà, celle-ci va être un peu plus longue. Et donc, alors, je veux déjà commencer par m'excuser pour mon absence. Ça fait près de 1 an que je n'ai pas fait de vidéo. Mon absence est due en fait au fait que j'ai dû m'adapter en fait à de nouvelles données dans ma vie, de très bonnes et bon parfois de moins bonnes, mais au moins mon absence est due au fait qu'il fallait que je m'adapte en fait à ces nouvelles données là. Donc encore une fois de plus, désolé par rapport à ça. Et mais bon, je veux dire cette vidéo-ci sera la deuxième de ma grande partie, la deuxième grande partie, désolé. Et bon, elle traite toujours sur les dimensions, sur la question, la problématique que je vais te donner, à savoir comment rester soi-même dans un monde complètement aliénant. Et bien sûr, mes 3 premières vidéos ont traité sur les dimensions aliénantes du monde contemporain. Et celle-ci traitera donc sur le rapprochement de ces dimensions aliénantes-là sur le plan individuel pour cette première vidéo-ci. Et ensuite, dans ma deuxième vidéo, ce sera sur le plan collectif. Alors, quand je faisais mes recherches pour cette vidéo-ci, je suis tombé sur un intellectuel assez intéressant. Bien, du moins, je suis retombé sur un intellectuel que j'aimais bien, un philosophe, qui s'appelle Baruch Spinoza. Je l'apprécie beaucoup, bon, on va dire avec quelques réserves des fois, mais je l'apprécie bien. Et il dit quelque chose d'assez essentiel. Il dit que les hommes naissent conscients et ignorants. C'est-à-dire conscients des besoins et des désirs qui les animent, mais en même temps ignorant en fait des causes qui déterminent ces besoins-là, des causes qui déterminent ces principes-là, quelque chose d'assez essentiel. Donc vous pouvez par exemple prendre le cas d'un enfant aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de lui apprendre qu'il a faim, consciemment il sait qu'il a faim. Vous n'avez pas besoin de lui apprendre comment téter, vous lui donnez le sein et il sait comment téter. Mais par contre à côté de ça, il est ignorant finalement des causes qui déterminent ce besoin. Il ne saura vous dire pourquoi est-ce qu'il a faim. Et je veux dire, c'est pareil pour les enfants comme pour les adultes. Je veux dire, moi je vis aujourd'hui aux États-Unis et société de consommation, société capitalisme et tout, les gens finalement sont très occupés à pouvoir satisfaire ce dont ils veulent, ce dont ils ont besoin, qu'ils ne se posent jamais la question de savoir mais pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ou bien pourquoi est-ce que je veux ce que je veux. Un adulte va travailler aujourd'hui pour avoir le iPhone, la télévision, tout ce qu'il veut, mais il ne se posera jamais la question de savoir pourquoi est-ce que je veux ce que je veux. Et finalement, au bout du compte, Baruch Spinoza dit en fait que c'est cette illusion du libre arbitre qui vient de la tension entre la conscience et l'ignorance de ce que nous sommes. Et c'est ça qui crée cette illusion du libre arbitre. Je ne sais pas si je me répète, mais bon, c'est ça qui crée cette illusion du libre arbitre. Et quelque chose d'assez essentiel, c'est une question de fond. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, à mon sens, que c'est cette illusion en fait du libre arbitre en fait qui crée un climat propice à l'avancée, au progrès en fait des dimensions aliénantes dont je parlais dans mes vidéos précédentes. C'est-à-dire un progrès insoupçonné, je veux dire de manière insensible. Et donc c'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui. Et pour ça, pour ce faire, je vais tacler le problème avec quelque chose d'assez essentiel. C'est finalement un système en fait qui façonne qui nous sommes aujourd'hui, qui nous permet en fait en tant qu'individu de devenir ce que nous sommes. Je parle du système éducatif. Les systèmes éducatifs, tous les systèmes éducatifs d'ailleurs traversent une crise assez dure dans le monde entier. Et je veux parler des systèmes éducatifs aujourd'hui en Afrique et leur déficience à ne pas nous apprêter à la diversité culturelle, c'est-à-dire la question du transcendant, que ce soit des spiritualités africaines jusqu'aux religions abrahamiques, le christianisme et l'islam, qui sont les plus importants en Afrique. Et ensuite, à côté de ça, je vais parler en fait de ces mêmes systèmes éducatifs et leur déficience, encore une fois de plus, à ne pas nous apprêter finalement à la question culturelle, c'est-à-dire à la diversité culturelle. Moi, j'ai étudié au Cameroun, je veux dire, les écoles, j'ai l'impression que nos systèmes éducatifs en fait ont une vision assez binaire du monde, c'est-à-dire qu'elles nous simplifient l'esprit. Je ne sais pas si vous êtes au courant, vous connaissez un peu la carte de Huntington, le clash des civilisations, qui finalement voit le monde comme étant l'Afrique en tant que bloc monolithique, l'Occident un bloc monolithique et le monde orthodoxe et tout ça. Alors que ce n'est pas toujours le cas.
Je veux dire, aujourd'hui, rien ne me dit que moi, en tant que Camerounais, par exemple, la distance culturelle qu'il puisse avoir entre un Camerounais, aujourd'hui, moi, et, je sais pas, un Tanzanien, n'est pas aussi grande, si ce n'est même plus grande que la distance culturelle qu'il puisse avoir entre un Camerounais et un Français ou un Anglais. Donc, on ne peut pas juste simplifier la question. Il va falloir que nos systèmes éducatifs, en fait, nos écoles, se réconcilient, en fait, avec le concept de la complexité et qu'on approche les problèmes comme ils sont et non comme est-ce que nous pensons qu'ils sont. Donc voilà ça premièrement. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai eu à étudier au Cameroun, j'ai eu à étudier en France, j'ai fait mon lycée, mon collège en France et ensuite j'ai étudié mon université aux États-Unis. Et au bout du compte, quand je discute avec mes instructeurs, mes professeurs, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire, j'aime discuter avec eux, et au bout du compte, on en vient à se poser des questions. Du moins, moi, j'en viens à poser à ces instructeurs-là des questions assez essentielles. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez, nous les étudiants que vous avez en vos mains, qu'est-ce que vous voulez, au moyen de la connaissance que vous nous inculquez, qu'est-ce que vous voulez produire chez nous? Que l'on aille de l'élémentaire, de la maternelle jusqu'à l'université, qu'est-ce que vous voulez produire chez nous en tant que citoyen? Quel type de citoyen voulez-vous que nous devenions? Et moi, je veux dire, j'ai eu à regarder en fait un communiqué de Paul Biya, le président du Cameroun, qui s'adressait finalement à la jeunesse africaine, la jeunesse camerounaise, et il dit finalement quelque chose d'assez important. Il dit que le monde, c'est devenu la globalisation, c'est devenu le monde, le grand village. Et il dit en fait que maintenant tout n'est que question de cyber-interconnectivité, c'est-à-dire que tout passe par Internet, tout passe par l'informatique et tout. Et il dit qu'il va falloir que les écoles au Cameroun puissent s'apprêter en fait à ça. C'est quelque chose de vrai, quelque chose d'assez essentiel, j'ai beaucoup apprécié le message. Mais aussi, je veux dire, quand on regarde aussi ce que Aliko d'un côté dit sur Afrique 24, un interview qui était assez intéressant d'ailleurs, il met finalement les pays francophones africains face à leurs problèmes. Il dit que la raison pour laquelle nous avons des problèmes aujourd'hui, des difficultés économiques, c'est parce que nos économies ne sont pas indépendantes. On dépend encore de beaucoup de métropoles dans les pays francophones. Donc vous voyez, d'un côté, il y a un entrepreneur, de l'autre côté il y a un politicien. Les deux cherchent en fait l'autonomie en fait des Africains. Les deux cherchent en fait l'indépendance des Africains. Mais je veux dire, il ne faut pas retomber en fait dans ce que Spinoza disait par exemple tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut être bon dans ce qu'on te demande de faire, mais ne jamais te poser la question de savoir pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Aujourd'hui, c'est ça, nos écoles aujourd'hui en Afrique sont des systèmes qui permettent de former des étudiants pour qu'ils puissent faire ce qu'on leur demande de faire, mais jamais se poser la question de savoir si ce qu'ils font c'est digne. Il faut se poser ces questions aussi à un moment donné. Parce que, je veux dire, si le monde était si parfait que ça, je veux dire, il n'y aurait pas des questions de disparité dans le monde aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore de la famine dans le monde, il y a encore des problèmes de richesse, d'inégalité de partage de richesse et tout ça. Donc il faut des étudiants qui puissent apporter une valeur ajoutée. Il faut des étudiants qui questionnent le système de manière constructive. Je ne sais pas si vous connaissez un peu... D'ailleurs, Charles Baudelaire disait quelque chose d'assez intéressant. Il dit que tout progrès ne sert à rien si dans le progrès des sciences, il n'y a pas le progrès aussi intellectuel, il n'y a pas un progrès en fait de la conscience. Ça vous rappelle un peu l'expression de François Rabelais quand il disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc à un moment donné, même dans le progrès scientifique, il faut aussi un progrès des consciences. C'est super important. On ne peut pas juste évoluer scientifiquement. Si je lisais un article sur Einstein une fois, et il disait que s'il savait que le progrès de sa science aurait causé tant de morts, en l'occurrence à Nagasaki et à Hiroshima, il n'aurait pas fait ça parce que sa science était dans les mains de personnes qui n'étaient pas conscientes. Ces personnes n'étaient pas conscientes. Nos systèmes éducatifs aujourd'hui en Afrique, c'est ça le problème. C'est qu'elles ne produisent pas des êtres de conscience, elles produisent des êtres de science. Vous voyez, quand nos écoles n'évaluent finalement que l'efficacité, n'évalue finalement que le savoir-faire, la productivité, et ben on retombe dans le cercle vicieux, on retombe en fait finalement dans la troisième des dimensions aliénantes dont je parlais dans ma vidéo précédente, c'est-à-dire l'aliénation de l'homme africain par le travail. Parce que oui, ce n'est pas, comme je disais dans ma vidéo, ce n'est pas le travail qui est aliénant en lui-même, c'est le fait que le travail soit fait à la chaîne, c'est le processus qui est aliénant. Donc quand une école finalement ne s'intéresse qu'à la productivité, il y a de fortes chances que finalement il y a ce qu'on appelle une fragmentation des savoirs. Pour revenir en fait à l'idée de Tariq Ramadan avec Edgar Morin, ils ont écrit un livre qui s'appelle Le péril des idées. Il parle de la fragmentation des savoirs. On connaît tellement spécifiquement, on se spécifie dans la connaissance et finalement on oublie la connaissance globale. C'est-à-dire pourquoi est-ce que ma connaissance spécifique, à quoi est-ce que ma connaissance spécifique sert dans la connaissance de l'ensemble. Donc vous voyez que ça devient dangereux, ça devient aliénant pour l'individu et on produit des êtres dangereux sur le plan collectif.
Donc il va falloir que nos écoles ne créent pas juste des individus bons dans la science. Il faut ça aussi parce qu'il faut des individus qui soient scientifiquement bons. Il faut pouvoir aller vers ses besoins, pouvoir satisfaire ses besoins. On ne veut pas des personnes qui questionnent le système et qui se libèrent du système, mais qui sont frustrés parce qu'ils ont des passions. Donc c'est ça. Donc quand une école n'évalue que la productivité, le savoir-faire, ça devient un problème. Il faut de ça, mais il faut aussi quelqu'un qui questionne en fait le savoir-faire, qui questionne la productivité. Finalement, au bout du compte, c'est quoi le savoir-faire? Le savoir-faire, c'est finalement l'équipement, la technique qui te permet en fait de satisfaire ton besoin, de satisfaire ta passion, de satisfaire ton désir. Par rapport à ce que je disais sur la conscience, par rapport à Spinoza. Donc maintenant, quand nos écoles aujourd'hui ne deviennent que des usines à fabriquer des consommateurs et des agents de consommation, il y a un problème. Je ne sais pas si vous rappelez un peu l'expression de Pascal, Blaise Pascal, qui dit quelque chose. Il dit en fait que tout notre raisonnement ne se réduit finalement qu'à céder au sentiment. En l'occurrence ici à la passion. Donc si nos écoles ne produisent que des gens qui galvanisent leurs besoins, qui galvanisent, qui excitent leur passion, eh ben, on peut avoir des étudiants qui sont intellectuellement bons sur tout le terrain, mais à la fin de la journée, nous restons esclaves de nos passions, nous restons esclaves de notre sentiment. Et ça se voit aujourd'hui, par exemple, avec la question israélo-palestinienne. Je veux dire, on a des intellectuels hors pair qui savent comment argumenter sur la question israélo-palestinienne, mais finalement, leur raisonnement ne se réduit qu'à conclure en fait ce que leurs sentiments leur disent. Donc il faut des écoles aujourd'hui en Afrique qui puissent calmer, qui puissent discipliner en fait ces sentiments et non les galvaniser. On n'a pas besoin des étudiants qui savent que non, pour avoir ce que je veux, je dois travailler dur. Oui, il faut de ça. Mais il faut aussi une école qui calme, qui adoucisse le sentiment, qui discipline en fait les passions. C'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Mais quand tu vas aujourd'hui en Afrique, partout où tu vas, que l'on aille de Kampala jusqu'à Abidjan, en passant par Baganté bien sûr. Je ne dis pas ça parce que je suis bamileke. Mais quand on va partout en Afrique, aujourd'hui on voit que des systèmes éducatifs, il n'y a jamais de système éducatif qui permettent en fait, qui célèbre en fait le savoir-être, le bien-être, c'est-à-dire la créativité, toutes ces sciences ou bien toutes ces philosophies, la question du doute et tout ça. Mais en général, ça va être des matières scientifiques, ça va être des matières qui seront scientifiques, des matières qui promouvoient le savoir-faire, la productivité, l'économie, les mathématiques. D'accord, mais si ce n'est que ça, comme je disais tout à l'heure, on tombe dans un cercle vicieux. Et une des matières qui permettent à un individu aujourd'hui de pouvoir devenir sujet, c'est la matière historique, de pouvoir devenir sujet dans sa société, de pouvoir devenir sujet dans l'histoire, c'est la matière historique. Mais quand nos écoles ne produisent que des scientifiques sans des personnes qui se questionnent, eh ben, on perd l'histoire. Nos écoles aujourd'hui perdent l'histoire. Et si nos écoles perdent l'histoire, eh ben, les élèves qui y vont perdent la notion de mémoire. Et si tu perds la notion de mémoire, tu perds la question de sujet dans l'histoire. Donc voilà, je veux dire, il faut revenir à l'histoire, il faut revenir à la mémoire, non pas pour s'y enfermer. Je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup d'intellectuels africains, que ce soit des panafricains, des afrocentristes ou même des kamites, qui vont dans le passé, mais pour s'y enfermer. Ce n'est pas de ça qu'on veut. On veut des individus qui puissent aller dans le passé pour pouvoir s'adapter en fait aux questions contemporaines. Non pas pour s'y oublier, pas pour dire il faut repartir, repasser. Non, c'est pas progressiste ça. Donc oui, effectivement, nos écoles aujourd'hui sont performantes, mais souvent d'une performance qui peut être contre-productive quand on arrive à se poser des questions sur le progrès des consciences. Vous savez, c'est peut-être pas le meilleur des auteurs à citer aujourd'hui, mais Machiavel, dans Le Prince, disait quelque chose d'assez intéressant. Il disait en fait que les hommes régis par les mêmes passions eh ben, sont condamnés à répéter l'histoire. Quand on parle de condamnation, on parle d'emprisonnement. C'est-à-dire que parce que nous avons les mêmes passions, toujours, tout le temps, on les galvanise, et ben on répète l'histoire. Parce que nous sommes tellement focalisés dans la connaissance spécifique qu'on oublie finalement la répétition de l'ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc il faut des écoles qui permettent en fait de repartir dans l'histoire, de comprendre ce que les hommes ont fait avant pour pouvoir se libérer même de cette histoire, se libérer d'un système. C'est super important. Donc il y a de ça premièrement. Et je ne sais pas si finalement au bout du compte vous avez lu, pour ceux qui ont lu Amadou Ampateba, il a écrit un livre qui s'appelle L'Enfant Peul. Et L'Enfant Peul, je trouve à mon sens que c'est une sorte de contradiction, ou on va dire d'antithèse en fait au livre Nadja, écrit par un poète français, un surréaliste, qui s'appelait André Breton. Et alors finalement André Breton en fait, qui
qui est finalement le produit de la société occidentale, il finalement promouvoit en fait la notion de singularisme, de singularité, c'est-à-dire l'individualisme et tout. Il dit en fait que pour être ce que je suis, non, il dit en fait que en tant qu'individu, le fait que je sois sujet, c'est ma singularité. C'est-à-dire qu'avant moi et après moi, il n'y a jamais eu personne comme moi. Donc le simple fait que je sois différent, c'est ça qui est ma valeur ajoutée à l'humanité. Parce qu'avant et après moi, il n'y aura plus personne comme moi. Donc juste le simple fait que je sois moi est une valeur ajoutée pour la société, pour l'humanité. Mais quand on lit l'enfant Peul, c'est une tradition différente. C'est-à-dire que Ampateba voit le monde, c'est-à-dire comme étant, c'est-à-dire l'enfant Peul est le garant de toute une tradition passée. C'est-à-dire que pour devenir sujet dans l'histoire, pour devenir sujet dans la société, c'est-à-dire que l'enfant doit être en fait le garant de toute une tradition. C'est-à-dire que il doit reconnaître en tant que sujet que avant lui, il y a eu des gens, il y a eu des autres, il y a eu d'autres, désolé, avant lui, il y a eu en fait d'autres personnes autonomes, il y a eu d'autres individus, il y a eu d'autres sujets, donc, et qui ont dû faire des choses pour qu'ils puissent devenir sujets aujourd'hui. Donc ça veut dire que mon autonomie aujourd'hui dépend en fait de ce que les autres ont été dans le passé. Donc sans eux, je n'aurais pas été ce que je suis aujourd'hui. Donc j'ai une certaine reconnaissance dans mon autonomie à eux en fait. Il y a une certaine dépendance qui crée la notion de sujet. Et donc finalement, vous voyez, l'école de l'enfant Peul, c'est finalement sa mémoire, c'est-à-dire la communauté de sa société, l'histoire de sa société, de sa communauté et la mémoire de sa famille. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une mémoire autonome comme André Breton dit, mais c'est aussi une mémoire hétéronome, c'est-à-dire que c'est une mémoire, ma mémoire c'est la mémoire de mes parents, la mémoire de ma mère, de mon père, de mon grand-père, de ma grand-mère, de mes ancêtres, de mes aïeux. Donc c'est-à-dire que mon école finalement, pour pouvoir devenir ce que je suis, il faut que j'aille dans mon école. Et aujourd'hui, nos écoles en fait sont en train de laminer ça en fait. C'est-à-dire que nos écoles sont en train, vu que nos écoles perdent la notion d'histoire, et ben on perd beaucoup de choses. On perd même la notion d'individu dans la société africaine aujourd'hui, même dans le monde d'ailleurs. Ce n'est pas juste une question africaine. Hein. Finalement, Madou Ampateba dit intellectuellement ce que c'est insensiblement en fait la société africaine. Je veux dire, bien sûr, les sociétés sont diverses, mais elles sont un peu nuancées, mais dans le fond, c'est la même notion. Donc, il y a de ça premièrement. Et dans mon énoncé aussi, je disais tout à l'heure que j'allais parler finalement du rapport entre le système éducatif et le transcendant. C'est-à-dire que nos écoles aujourd'hui ne nous apprêtent pas en fait à la diversité culturelle. Elles ne nous apprêtent pas à la diversité culturelle. Je veux dire, moi je veux bien qu'on s'asseye aujourd'hui et qu'on me dise que je crois ou je ne crois pas à une telle spiritualité ou à un tel système religieux, d'accord. Mais que ta décision soit basée sur des connaissances a posteriori. Il faut pas juste une connaissance empirique, c'est-à-dire une connaissance de, comme on dit au Cameroun, une connaissance du bénétariat. Il faut que tu puisses t'asseoir et te poser par expérience, te dire que ok, j'ai vu ça et ça ne marche pas. Je veux dire, quand j'écoute aujourd'hui beaucoup de mes frères africains, on me dit par exemple que la spiritualité africaine n'est que question de sorcellerie. Et au bout du compte, moi j'ai envie de poser, poser comme question à ces personnes-là, que connaissez-vous de votre propre spiritualité, de votre propre histoire? Je veux dire, il y a des hérésies partout. Quand tu vas par exemple au Moyen-Orient par exemple, il y a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parce qu'il y a l'EL ou bien l'État islamique ou bien ISIS, je crois en anglais, on ne peut pas dire que par un amalgame, dire que parce qu'il y a des extrémistes que tous les musulmans sont extrémistes. Non, c'est pareil avec les sociétés chrétiennes aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui en Afrique, il y a les sectes qu'on appelle par exemple les églises de réveil qui causent de sérieux problèmes en Afrique aujourd'hui. Mais on ne peut pas, par une certaine métonymie, dire que parce qu'il y a une secte ou bien parce qu'il y a une hérésie, ça veut dire que tout le système religieux est contaminé. Non, c'est pas ça. C'est pareil avec la spiritualité africaine. C'est vrai que quand tu utilises finalement la spiritualité pour des fins personnelles, et ben là il y a un problème. On peut appeler ça sorcellerie. Oui. Je veux dire, j'ai vu des gens, des personnes africaines vivre leur spiritualité dans la dignité. Et je pense que rien que pour ces personnes-là, il faudrait qu'on suspende le jugement et qu'on essaye d'ouvrir un débat qui permette en fait de faire évoluer les choses. C'est-à-dire de mieux comprendre en fait la spiritualité africaine, de mieux comprendre les religions. Mais parce que même au nord du Cameroun, moi en tant que Bamileke aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de dire que tous les musulmans sont des extrémistes.
Je veux dire, ça, c'est un appel à la guerre par rapport à des individus qui vivent, la moitié du Cameroun est musulmane. Donc il va falloir qu'on fasse attention à ça. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça que je parle de système éducatif. C'est-à-dire que nos écoles, finalement, ne nous apprêtent pas à ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'histoire des religions, on n'est pas dans la philosophie des religions, on n'est pas dans... Il faut connaître. Et nos écoles aujourd'hui sont en train de laminer ces connaissances-là. Parce qu'on est plus dans la connaissance utile et on oublie la connaissance digne. On est plus dans la connaissance efficace, on oublie dans la connaissance du savoir-vivre de soi-même. Désolé, j'ai dû prendre quelque chose à boire parce que je commençais à avoir soif. Mais bon, dans mon énoncé tout à l'heure, je parlais la, je parlais des systèmes éducatifs en fait et de leur déficience à ne pas nous apprêter en fait à la diversité culturelle. C'est-à-dire aujourd'hui l'Afrique n'est pas ce qu'elle est, l'Afrique n'est pas ce qu'elle a été il y a de cela 60 ans, 100 ans ou même 200 ans. Aujourd'hui, la société africaine se complexifie. Nous sommes de plus en plus pluriels et de plus en plus pluralistes. Donc il va falloir qu'on s'équipe dans la connaissance de l'autre. Il va falloir savoir avec qui on vit. C'est-à-dire connaître l'univers de référence de l'autre. D'ailleurs, même connaître son univers de référence aussi à soi. Il faut pouvoir savoir qui je suis pour que je puisse vivre avec qui je ne suis pas. Aujourd'hui, nos sociétés africaines, elles sont déjà même nos sociétés africaines, elles sont très mystiques dans le sens propre du terme, c'est-à-dire en philosophie, pas dans le sens commun comme tout le monde l'entend en Afrique. Mais il va falloir que, je veux dire, même quand il y a des musulmans au Cameroun, par exemple, il y a des musulmans en Afrique, il y a des chrétiens partout. Je veux dire, quand tu es même musulman aujourd'hui, je veux dire, quand tu lis le Coran, c'est-à-dire, moi j'ai lu par exemple les appartements, Sourate 49, verset 13. Dieu dit que il nous a créés en tant qu'en nation et en tribune pour que nous puissions nous entreconnaître. Et qui est dans l'amour, qui est pieux et agréable à Dieu. Donc vous voyez, il y a une question en fait finalement de revenir vers soi, de revenir vers la différence pour pouvoir vivre ensemble. Pareil pour les chrétiens, je veux dire, quand tu lis le précepte de tolérance du chapitre 14 de Romains, verset 19, il parle de l'édification mutuelle. Il parle de l'édification mutuelle, c'est-à-dire que tolérance de la différence pour qu'on puisse construire ensemble. Pareil, même dans les sociétés africaines, la spiritualité africaine aujourd'hui. Moi, en terre bamileke, pour ce que moi je connais, par exemple, mon père me disait, qu'est-ce qu'il entend par là? C'est-à-dire que littéralement, ça veut dire les mêmes bouches éteignent le feu. Bon, on sait que les sociétés africaines sont très, la façon dont elles parlent en parabole en général. Mais qu'est-ce que ça entend? Je veux dire, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire que c'est finalement l'entente, c'est-à-dire que le même souffle qui est en nous, c'est-à-dire peu importe d'où tu viens, que tu sois Bassa, Douala, Yaoundé, Bamileke, peu importe d'où tu viens, c'est-à-dire c'est le même souffle d'humain qui est en nous en fait, qui permet d'éteindre le feu que la diversité attise en nous. Donc vous voyez, question essentielle. Toutes les spiritualités, toutes confondues, parlent toujours du rapprochement, de la tolérance, c'est-à-dire de revenir, bien que nous soyons différents, revenons ensemble pour pouvoir vivre nos différences de manière pacifique, de manière noble, de manière productive. Donc c'est ça. Donc je veux dire, moi aujourd'hui, j'ai l'impression en Afrique, moi j'ai discuté avec beaucoup d'Africains, et j'ai l'impression finalement que nos sociétés, on se dit souvent en général que nous sommes ouverts, on se dit que nous ne sommes pas racistes, mais j'ai une question à vous poser. Il ne faut pas avoir le racisme, il ne faut pas être raciste, il ne faut pas être non raciste comme les nantis. Depuis quand le racisme n'est qu'une question en fait de sélection dans sa stigmatisation de l'autre? Nous sommes très stigmatisants en Afrique, nous pouvons être essentialisants. Aujourd'hui, on dit que les Bamileke, par exemple, c'est eux qui tiennent l'économie. On dit par exemple que les Totones, les Bétis tiennent la politique. Ça peut être vrai souvent, mais ce n'est pas une réalité absolue. Donc, il y a cette stigmatisation de l'autre. Le tribalisme, c'est un racisme. La xénophobie, c'est un racisme. L'islamophobie, c'est un racisme. Donc, on ne peut pas, parce qu'on ne stigmatise pas le blanc, l'occidental, que ça veut dire qu'on n'est pas raciste. Je veux dire, dans l'essence, dans la substance, potentiellement, nous pouvons éventuellement être même beaucoup plus racistes que certains blancs. C'est pas parce que le contexte économique ne nous permet pas de ne pas être raciste envers les blancs que ça veut dire que nous ne le sommes pas. C'est un peu comme ce qu'on disait souvent en fait, dans les universités, que les gens qui sont intellectuels sont beaucoup moins racistes que les gens des couches populaires. Ce n'est pas vrai. C'est juste que les gens des écoles sont exposés aux différentes réalités. C'est la même chose avec un Africain. Quand tu vas en Occident, par exemple, c'est normal que tu développes chez certains Occidentaux un certain racisme. Parce que toi, tu vas faire le travail que lui ne veut pas faire. Tu vas peut-être faire technicien de surface et lui ne veut pas faire ça. Tu gagnes de l'argent, tu gagnes ta vie. Donc son manque crée une certaine agressivité par rapport à toi.
Donc c'est ça. Ou bien par exemple de voir par exemple des musulmans en Afrique, en Occident par exemple aujourd'hui, qui sont très à l'aise dans leur culture et tout ça, ce qui change un peu de certains Africains, eh ben, ça fait peur aux Occidentaux parce qu'ils ne s'intègrent pas totalement, ils s'intègrent, mais ils gardent certains principes de chez eux. Donc c'est cette assurance pour les musulmans qui crée souvent de la peur pour les Occidentaux. Donc aujourd'hui, nos écoles en fait sont en train de laminer cette connaissance de l'autre. C'est-à-dire on nous enseigne comment plus produire, mais pas avec qui partager. On ne connaît pas l'autre. On partage notre richesse avec qui. On partage le développement du pays, de notre pays avec qui. Il faut se poser ces questions de fond aussi. Et c'est pareil aussi même dans la culture, la religion. Nos écoles aujourd'hui ne nous apprêtent pas à la philosophie des religions, elles ne nous apprêtent pas à l'histoire des religions. Il faut connaître tout ça, c'est super important. Hein. Donc, pour ne pas faire trop long, je suppose déjà que cette vidéo aussi sera un peu longue. Bon, je sais déjà qu'elle est un peu plus longue que les autres. Donc, il va falloir que nos écoles, en fait, puissent nous rappeler à tout ça. Je veux dire, la question même de la compréhension sociale dans les systèmes africains, dans le paradigme africain. Je parlais tout à l'heure avec Amadou Ampateba et tout ça. Donc, il va falloir que nos écoles nous réconcilient avec ça. C'est super important. La connaissance. Il faut toujours connaître. Mais aujourd'hui en Afrique, c'est qu'on connaît beaucoup, on veut beaucoup connaître dans l'ignorance. C'est-à-dire qu'on connaît davantage dans l'erreur, alors que souvent le processus de libération demande de connaître autrement. Il faut connaître autrement. Il faut que nous soyons des agents qui puissent permettre d'apporter en fait une plus-value, une valeur ajoutée en fait au système. Et non pas juste de confirmer le système. Si le système allait bien, ça saurait. Si aujourd'hui les Africains pensaient digne, parce que tout à l'heure je parlais en fait de la connaissance digne, si les Africains pensaient digne, ça se saurait aussi. Donc j'espère que cette vidéo-ci n'a pas été trop longue et que vous pourrez comprendre un peu. Et merci d'avoir regardé ma vidéo et à très bientôt pour ma prochaine vidéo qui traitera donc sur le rapprochement des dimensions aliénantes sur le plan collectif, c'est-à-dire avec les communications de masse, le journalisme et tout ça. Et merci encore pour votre temps et à très bientôt. Au revoir. Dan.